Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Au sommaire ce soir, le renoncement de Barack Obama. Les États-Unis ne veulent plus s'occuper du conflit israélo-palestinien. Le président de la première puissance mondiale l'a dit de manière très subtile aux deux parties lors de sa première visite officielle en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Alors plusieurs questions ce soir et maintenant. Où va-t-on? Que faire? Qu'en pensent celles et ceux qui militent pour la paix et qui œuvrent au dialogue dans la région? Avec nous ce soir dans MOE, Majed Bamia. Merci d'être avec nous. Vous êtes diplomate, vous êtes militant des droits de l'homme, vous avez été ancien diplomate de la délégation générale de la Palestine auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Avec nous également Samia Atroubi. Bienvenue à vous. Vous êtes membre du mouvement de jeunesse Yala Young Leaders. Alors c'est une plateforme, un réseau créé sur Facebook qui agit à sa manière pour la paix au Proche-Orient, mais aussi pour les droits de l'homme partout en Méditerranée. Martine Gozlan, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef à l'hebdomadaire français Marianne et vous êtes l'auteur du livre Israël contre Israël. C'est aux éditions L'Archipel. En duplex de Montréal au Canada, Charles-Philippe David. Bonsoir à vous Charles-Philippe. Vous êtes professeur en sciences politiques, titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal. La guerre et la paix, c'est le titre de votre ouvrage. C'est paru aux presses de Sciences Po. Restez avec nous Charles-Philippe David. On vous retrouve dans quelques instants. Mais d'abord direction Jérusalem où nous attend le correspondant de la RTS, la télévision suisse romande, Stéphane Amar. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. Alors l'un des objectifs de Barack Obama, soyons clairs, c'était de recoller les morceaux, si l'on peut dire, avec Israël et en tout cas avec l'opinion publique israélienne. Alors Stéphane, mission accomplie? Oui, absolument. C'était l'objectif de Barack Obama et oui, mission accomplie. Alors, Barack Obama avait une mauvaise image ici en Israël. Pourquoi? Eh bien, c'était dû à sa campagne qui avait été jugée très en retrait par rapport aux autres présidents américains. Je parle bien sûr de la campagne de 2008, la première campagne électorale. Et puis ensuite, il y avait eu ce fameux discours du Caire en juin 2009 où il avait semblé pencher très nettement en faveur du monde arabe et des Palestiniens. Enfin, et c'est pas le moins important, même si c'était plus symbolique, il y avait eu une série de rendez-vous manqués, de tensions entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. On a estimé ici qu'il a été très maltraité quand il a été reçu à Washington par Barack Obama. Des accueils d'ailleurs qui tranchaient beaucoup avec ceux que le Congrès lui recevait. Il s'agissait souvent de standing ovation, alors que le président américain, lui, était très froid. Il y avait donc quelque chose à changer et c'est ce qu'il s'est employé à faire durant ces 3 jours de visite. Dès son arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, eh bien, il s'est montré très chaleureux, presque charmeur. Ça a été également le cas lors de son fameux discours au Palais des Congrès qui se trouve ici, juste derrière moi à Jérusalem, où il a littéralement enchanté les étudiants israéliens qui sont venus l'entendre. Il a dit aux Israéliens ce qu'il voulait entendre, à savoir qu'il aimait ce pays, que les États-Unis étaient le meilleur ami d'Israël, que les États-Unis se tenaient aux côtés d'Israël et qu'en cas de conflit avec l'Iran, et bien sûr, les États-Unis ne feraient pas défection. Alors, côté palestinien, bien entendu, l'accueil est tout autre, grosse déception, Stéphane, et finalement, les Palestiniens s'y attendaient. Oui, alors là, c'est un petit peu une dynamique inverse, si vous voulez, puisque Barack Obama jouissait au contraire, lui, d'une très bonne image. Lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en 2008, on s'attendait à beaucoup de changements par rapport à l'ère Bush. Je me souviens qu'à Ramallah, à l'époque du discours du Caire, donc en juin 2009, eh bien, tout le monde était rivé sur l'écran. Les gens se félicitaient de ce qu'il avait dit. On pensait qu'il allait mettre la pression sur Israël, notamment pour qu'il cesse la construction dans les colonies, pour qu'il revienne à la table de négociation, pour un retour aux frontières de 1967. Et on a bien vu que cela ne s'est pas passé. Et comme vous le disiez au début de l'émission, on sent bien du côté américain que la thématique palestinienne est beaucoup moins centrale dans le discours de Barack Obama. Il parle davantage des tensions régionales, de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Égypte, de ce qui se passe avec l'Iran. Et finalement, effectivement, il y a le sentiment chez les Palestiniens d'être un petit peu laissés de côté, surtout que rien n'a changé. Et même s'il a parlé durant son discours, il faut bien le rappeler tout de même à Ramallah, de l'occupation, il a dénoncé la colonisation, il a demandé à Israël de reprendre la négociation, mais enfin il est quand même resté assez vague et surtout très peu pressant sur l'État hébreu. Donc effectivement une réelle déception côté palestinien qui ne croit plus en Barack Obama.
Stéphane Amar à Jérusalem. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage ce soir dans MOE. Je me tourne vers vous, Majed Bamia. Quel sentiment vous anime après cette première visite officielle de Barack Obama? Beaucoup de frustration, mais on va attendre pour voir ce qu'il va faire. La chose la plus importante qui s'est passée pour nous, c'est la tentative de nous expliquer qu'il ne faut pas s'attendre à un arrêt de la colonisation avant de commencer ou de retourner à des négociations de paix. C'était une demande que Barack Obama lui-même avait formulée lors de son premier mandat, et en 4 ans, il y a eu 50 000 colons de plus. Donc on a vu à quel point cela a été respecté. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, excusez l'expression, c'est pourquoi vous n'acceptez pas de négocier votre part de la pizza pendant que les Israéliens sont en train de la manger. Et donc, cette impunité israélienne, nous considérons que cette impunité, c'est le plus grand obstacle à la paix, cette colonisation, cette occupation qui perdure. Obama nous dit, ça fait rien, il faut quand même se parler. Samia Atroubi, s'il y avait un reproche que vous feriez ce soir à Barack Obama, quel serait-il ? Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Majed. Effectivement, je pense que les Palestiniens, on l'a très peu dit, mais on a vu très peu d'images, mais les Palestiniens, quand Barack Obama était à Bethléem et à Ramallah, ont manifesté. Barack Obama a notamment visité l'église de la Nativité alors qu'il n'y avait aucun Palestinien dans la rue. Ça, c'est assez surprenant. Ce qu'on peut reprocher à Barack Obama, effectivement, c'est son manque de pression sur Israël. Effectivement, la colonisation, j'étais encore la semaine dernière dans les territoires occupés palestiniens, la colonisation est l'une des entraves les plus majeures, les plus importantes pour tout processus de paix. Et aujourd'hui, Barack Obama signe un chèque en blanc aux Israéliens en leur disant reprenez les négociations sans conditions préalables. Et il est là le vrai problème. Après, je pense aussi que Barack Obama a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il a pris en compte une réalité nouvelle de cette région du Moyen-Orient et que nous, les Yala, on porte aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les peuples aient des exigences envers leurs leaders. Barack Obama dit n'attendez rien de vos leaders. Il le dit, il ne va pas à la Knesset, il va s'adresser aux étudiants israéliens dans toute leur multitude et dans toute leur diversité. Il dit n'attendez plus rien de vos leaders. Allez vous-même exiger une nouvelle relance du processus. Et c'est ce que nous, on veut porter. Il y a là, exactement, il y a une nouvelle diplomatie publique à mener dans tout le Moyen-Orient, on le sait. La paix ne se fera pas sans les rues. La paix ne se fera pas sans cette nouvelle jeunesse israélienne, palestinienne et régionale. Martine Gozlan, vous, votre avis après cette visite de Barack Obama? Je ne suis pas d'accord avec le terme renoncement. Je ne suis pas d'accord parce que Obama, par rapport à Netanyahou, il partait de rien. Il partait du néant. Des relations pulvérisées. Netanyahou qui avait fait campagne pour Mitt Romney. En Israël, une délégitimation complète du président des États-Unis. Donc, néant. Et à partir de ce néant, pas de négociation, rien. Tout était bloqué. Donc non, pas de renoncement. Il s'est mis à l'œuvre, au contraire. Je suis désolée de pulvériser un petit peu le commentaire général. Il s'est mis à l'œuvre pour retisser une relation. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a obtenu, on va sûrement en parler avec notre expert en stratégie, il a obtenu des excuses de Netanyahou vis-à-vis d'Erdogan. Qui est Erdogan? Premier ministre turc. Ah, exactement, Premier ministre turc, maillon clé sur une stratégie de renégociation et de soutien de Mahmoud Abbas dans les négociations israélo-palestiniennes. Et en plus, il a obtenu de Netanyahou qu'il n'aille pas à la provocation sur la relance de la colonisation. Et il a quand même, il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, donc rappelons-le, qui se serait donc officiellement excusé au téléphone auprès du Premier ministre turc pour la flottille qui avait été attaquée en mer par l'armée israélienne. Il y avait eu 9 morts, on le rappelle. Charles-Philippe David à Montréal, merci d'être avec nous encore une fois. Alors, renoncement, Martine Gozlan n'est pas d'accord. Toutefois, quand même, faites la paix mais sans moi, c'est quand même un peu ce qu'a dit Barack Obama dans la région. Alors, normal pour un prix Nobel de la paix ou pas normal, Charles-Philippe? Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre dernière intervenante dans la mesure où je pense que Barack Obama, d'ailleurs ce matin on l'a vu aux émissions de télé d'affaires publiques américaines toute la matinée, les journalistes essentiellement louanger la performance de leur président, les prestations de leur président dans la région et particulièrement en Israël, vous voyez. Donc, la lecture que font les Américains tout de suite est nettement plus positive que celle que font vos deux premiers intervenants, vos deux premiers invités.
Sur, bien sûr, le rapprochement ou une meilleure entente avec Netanyahou, déjà, ça, c'est mieux que tout ce qu'on a eu dans les 4 dernières années. Ce rapprochement ou ces excuses offertes par Netanyahou, rapprochement entre la Turquie et Israël, déjà là, un autre jalon important de cette visite. Et enfin, une entente plus ferme, apparemment, sur les critères qui autoriseraient la déclaration que l'Iran représente véritablement la menace nucléaire que craigne à peu près tout le monde. Surtout un accord entre Israël et les États-Unis sur ces fameux critères d'enrichissement d'uranium et le seuil, le fil rouge qui ferait en sorte que... Donc la question du nucléaire iranien, vous citez la relation avec Benyamin Netanyahou et vous citiez un troisième point, mais finalement rien sur les Palestiniens. Et je vois mes deux invités que vous citiez en premier qui réagissent. Donc... Soyons très clairs sur cette question. Je suis tout à fait aussi déçu, aussi contrarié, aussi découragé que vos premiers invités sur ce non-règlement de la question israélo-palestinienne. On peut certes le déplorer et dire que le président, au fond, ne pose pas les gestes qui suivent ses bonnes paroles. Bien qu'il ait travaillé, qui est corps à corps la société civile israélienne auprès des étudiants jeudi dernier, on se dit que ça va être très difficile de croire que ce président va forcer Netanyahou à des concessions sur la colonisation, sur un règlement du contentieux, sur la frontière de 1967. Je pense qu'Obama ne veut plus rouvrir ce dossier. Je pense qu'il se perçoit comme perdant dans ce dossier et au final, pour tout vous dire, et c'est vraiment triste, 20 ans après les accords d'Oslo, il n'y a aucune volonté politique aux États-Unis, et pas juste chez le président des États-Unis, au Congrès, dans l'opinion publique, même dans les médias, sauf certaines exceptions, à vouloir rouvrir ce dossier israélo-palestinien. Donc je crains effectivement que sur ce sujet, on attende encore longtemps. Alors on reviendra vers vous dans quelques instants, Charles-Philippe David. Alors pour être tout à fait juste, rappelons quand même quelques propos finalement assez forts tout de même de Barack Obama. Mettez-vous à la place des Palestiniens, a-t-il dit aux étudiants réunis à Jérusalem. Regardez le monde à travers leurs yeux. Il n'est pas juste qu'un enfant palestinien ne puisse pas grandir dans un État lui appartenant et qu'il vive en présence d'une armée étrangère contrôlant chaque jour les mouvements de ses parents. Question qui va être peut-être difficile pour vous, mais honnêtement, 20 ans après, vous étiez tout jeune finalement, Majed Bamia, vous n'étiez pas encore diplomate, vous aviez 9 ans, disons-le, en 1993, au moment de la signature des accords d'Oslo. Que faire aujourd'hui? Vers qui vous tournez? Les États-Unis, encore une fois, disent clairement aujourd'hui, faites la paix, mais nous, on ne pourra finalement pas grand-chose. Tout le monde est responsable. Il ne suffit pas de tout mettre sur les États-Unis, mais laissez-moi être tout à fait honnête sur ce sujet et un peu moins diplomate. On a toujours dit qu'il faut rapprocher les deux parties, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils s'entendent, comme si c'était un problème de bon voisinage. La vérité est tout autre. C'est une occupation, c'est la violation systématique des droits d'un peuple, le peuple palestinien. L'État israélien, il existe déjà. Donc quand on nous parle de la solution de deux États, le peuple qui n'a pas d'État, le peuple à qui on nie les droits à cause de l'occupation israélienne, c'est les Palestiniens. Nous sommes les Noirs d'Amérique qui luttent pour leurs droits. Nous sommes les Noirs d'Afrique du Sud qui luttent aussi pour leurs droits. Nous sommes les Indiens qui se sont soulevés contre la colonisation britannique. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Nous avons fait ce que les Algériens et les Vietnamiens ont fait. On a pris les armes. Puis on a essayé de négocier et on n'a pas réussi. Parce que les Israéliens, face à nous, avaient quand même le pouvoir, avaient le bulldozer, avaient l'armée, et ont continué, ont choisi l'occupation au lieu de choisir la paix dans ces années dont vous parlez où on avait beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, nous faisons ce que les Noirs d'Amérique ont fait, ce que les Indiens contre les Britanniques ont fait, ce qu'on a fait avec l'Afrique du Sud. On manifeste pacifiquement, on appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités. Israël est un État au-dessus des lois qui est devenu un État hors la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec Israël, on ne fait jamais la même chose qu'on a fait avec les autres. Vous savez que l'Afrique du Sud a été virée par le Comité international olympique en 1970 et n'est revenue qu'en 1992 à la fin de l'apartheid. Et pourtant, l'UEFA, la Coupe européenne des moins de 21 ans, aura lieu en Israël et elle commencera le jour où Israël a commencé son occupation de notre territoire. Aujourd'hui, Israël est le premier partenaire de l'Union européenne au moment où l'Afrique du Sud était boycottée internationalement. Aujourd'hui, quand on parle de boycott d'Israël, vous voyez des gens se soulever et vous dire à quoi vous appelez. On appelle à ce qu'ont fait les Indiens contre les Britanniques et on appelle à ce qu'on a fait contre l'Afrique du Sud. Tant que cette pression n'est pas sur Israël, qu'elle est sur le peuple sous occupation, vous n'aurez pas de solution. Ce n'est pas nous le problème, c'est l'attitude israélienne le problème. On s'amuse à dire autre chose, mais il est temps que cette vérité soit entendue. Nous luttons pour nos droits et nous avons le droit
le droit et le devoir de le faire. Et le monde a le droit et le devoir de nous soutenir. Alors sur la question que faire, vous, quelles sont vos actions concrètes, Samia Troubi, dans ce contexte quand même assez morose et pessimiste? Quel est-il? Boycott d'un côté, vous discutez sur Facebook, certes de manière virtuelle, avec des étudiants israéliens. Rappelons que vous n'êtes pas palestinienne, vous êtes française, d'origine tunisienne, mais vous avez voulu vous impliquer. Alors quelles sont vos actions? Alors, très clairement, pour revenir sur la question du renoncement, je ne pense pas que Barack Obama renonce complètement. On sait que Kerry est venu un petit peu avant son... Le chef de la diplomatie américaine est encore sur place. John Kerry, rappelons-le. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas de paix ou il n'y aura pas de pression sur Israël sans le partenaire majeur qui sont les États-Unis. Et nous, au sein d'Yala, on n'a pas d'Obama mania. Et effectivement, on n'est pas des grands fans de toute la politique étrangère de Barack Obama et des États-Unis. Mais on a une conscience, on a un réalisme politique, malheureusement, qui fait que les États-Unis sont le premier acteur de... C'est-à-dire que si lui ne va pas vers ce conflit viendra à lui, c'est ce que vous nous dites? Effectivement, nous, au sein de Yala, on œuvre, en vue, enfin, on essaie de manière la plus efficace possible de faire du lobby auprès des leaders politiques, régionaux, auprès de Barack Obama, auprès de l'Union européenne, pour dire sans la résolution de ce conflit, il ne se passera rien. Alors, vous disiez qu'on discute effectivement, les Israéliens et les Palestiniens discutent. Ce que Barack Obama disait, mettez-vous dans la peau d'un Palestinien. Il a incarné l'occupation et c'est ce qu'on fait. Jour après jour, on essaie d'incarner un ami de Gaza et un ami de Ramallah parle à un Israélien et lui explique ce qu'est la réalité de son quotidien. Et c'est ça aussi que Barack Obama a fait. Et je pense, je tiens aussi à le souligner, Barack Obama a eu des mots et un discours extrêmement fort devant cet auditoire israélien. Il a parlé de l'impunité des colons aussi, ce qui est peut-être plutôt rare aussi. Et incarné, il a incarné de façon très concrète, très réaliste, ce qu'était la vie d'un Palestinien, d'un paysan qui ne pouvait pas aller sur son champ, d'un jeune étudiant qui ne pouvait pas se déplacer normalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, demander aux États-Unis de s'engager encore plus, demander à l'Union européenne de s'engager, parce que l'Union européenne condamne de façon, condamne tous les jours la colonisation, mais en même temps, ce sont les premiers partenaires économiques de toutes ces colonies en Cisjordanie. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils soient clairs avec eux-mêmes. La politique étrangère de l'Union européenne doit être claire aussi. Alors, Martine Gozlan, vous, dans votre livre, vous nous parlez de cette dichotomie entre laïcs et religieux en Israël, entre pacifistes et nationalistes, et la liste est encore longue. C'est un pays, on ne s'imagine pas souvent, mais qui est assez déchiré finalement. Est-ce que les Palestiniens peuvent s'attendre aujourd'hui à quelque chose de ces pacifistes israéliens qui ont été à un moment donné très forts, qui semblent aujourd'hui plutôt en retrait? Non, mais c'est un pays fracturé. Mais donc aujourd'hui, si vous voulez, le camp de la paix, il est moribond. Il est moribond. J'aime pas parler d'un aspect moribond parce que je suis complètement par vocation optimiste. Et en fait, pas optimiste, mais peptimiste, comme disait un grand écrivain donc arabe israélien qui était Émile Habibi. Et il disait que sur cette terre, on ne pouvait être que peptimiste. Donc chacun ici essaye de doser son pessimisme total. Et puis je suis pas pessimiste. Je crois à la lutte et ça me donne des ailes. Donc vous êtes plutôt optimiste, c'est ça? Moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe dans le fin fond des sociétés. Si on parle de la société israélienne, nous avons vu quand même émerger des gens dont on a vite fait. Certes, il y a un leader des colons, Naftali Bennett, qui est au gouvernement, mais il y a aussi Yair Lapid, qui représente le centre droit, mais qui s'est toujours prononcé pour la reprise des négociations, bien entendu. Et il y a Tzipi Livni, qui est un ministre chargé du processus de paix, de la reprise du processus de paix, et on ne peut pas tout jeter. Il faut aussi, pardonnez-moi, il faut aussi rappeler, bien que ce ne soit pas le sujet de mon livre, mais tout de même, c'est en filigrane à travers les évolutions de la société israélienne, les propres fractures terrible de la société palestinienne, de la politique palestinienne, et qui constitue même la tragédie palestinienne. On ne peut pas oublier le Hamas. Sur cette question, justement, est-ce que le bras de fer entre ceux qu'on appelle les frères ennemis palestiniens, Hamas, Fatah, est-ce que finalement les Palestiniens ne portent pas une lourde responsabilité devant l'histoire? Une fois bien entendu qu'on a rappelé l'occupation, la colonisation, on a l'impression que la société palestinienne est elle aussi fracturée sur cette question-là. Je pense que la population est très claire, elle nous envoie des signaux tous les jours qu'elle veut la réconciliation palestinienne.
Je pense que cette réconciliation est possible et qu'elle est favorable à trouver une solution à ce conflit aussi, que c'est quelque chose d'important pour trouver une solution à ce conflit. Mais il ne faut pas que ça soit une excuse pour que l'occupation perdure. Et je vous dis, il faut regarder les prisons. Nous avons 4700 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, dont des leaders politiques qui sont importants et pour la réconciliation et pour une paix fondée sur la fin de l'occupation. On parle notamment de Marwan Barghouti. On va se tourner maintenant vers Montréal, au Canada. Charles-Philippe David, le titre de votre livre, La guerre et la paix, ce n'est pas la guerre ou la paix. Finalement, ce conflit israélo-palestinien le symbolise bien. On est constamment entre, non peut-être pas la paix, mais en tout cas une situation plus ou moins calme, précaire et guerre. C'est ce qu'on appelle un conflit de basse intensité. Oui, c'est un conflit de basse intensité, mais c'est quand même un conflit qui perdure. Et vous avez tout à fait raison. Je trouve ça très intelligent de juxtaposer guerre et paix dans ce cas-ci, parce qu'enfin, tout le temps, c'est une tension constante entre les deux. Si ce n'est pas en tout cas la guerre déclarée, ce l'est parfois quand même, quand il y a eu les incursions ou les bombardements sur Gaza, de même que les tirs de roquettes. Ça, c'est une forme de guerre, comme vous le dites, de basse intensité. C'est surtout les risques de conflits armés qui sont toujours présents, pas seulement entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi entre Israël et l'Iran, par exemple, que l'on peut craindre pour, semble-t-il, la prochaine année ou les 2 prochaines années. La situation en Syrie aussi est très, très préoccupante. On n'en a pas parlé, mais Obama, là-dessus, a eu des entretiens sérieux avec Netanyahou, encore là, sur une possible, si cela a lieu, une intervention soit israélienne ou américaine, advenant que le régime d'Assad utilise donc, le dit-on, les armes chimiques contre sa propre population. Alors, il y a d'autres cas, bien sûr, de conflits armés possibles, de risques et de dangers. Et c'est là où le président américain n'est pas n'importe lequel des acteurs internationaux. C'est certainement la personne la plus importante, et c'est vrai depuis plusieurs décennies, pour tenter la médiation et la résolution, ou enfin prévenir ce genre de conflit armé, prévenir l'escalade. Et ce rôle est très, très important et malheureusement trop minoré, je pense, par l'administration Obama, si on la compare déjà avec celle de Clinton. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de dangers, beaucoup de risques. La guerre et la paix au Moyen-Orient, ça va nous occuper encore longtemps. Charles-Philippe David, merci beaucoup pour cette mise en perspective et cet éclairage ce soir dans MOE. Alors, on a parlé donc de Barack Obama, des États-Unis, de l'Europe, quid de la France? C'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez écrit une lettre ouverte au président François Hollande. Pourquoi cette lettre? C'était suite à l'hommage national à Stéphane Hessel, où on a l'impression que tous les combats de Stéphane Hessel étaient complètement louables et peut-être qu'il fallait se distancier du combat pour la Palestine. Et ce que j'essaie de dire à travers cette lettre, c'est que Stéphane Hessel s'est positionné sur la Palestine au nom des mêmes valeurs, au nom des mêmes principes, de cette liberté contre l'occupation, de la justice et du droit contre l'oppression. Et donc il n'y avait aucune raison pour le président François Hollande de se distancier, notamment que c'était dans la droite ligne des positions françaises jusqu'au dernier vote à l'ONU où la France a soutenu l'État palestinien. Mais c'est ce que je vous disais, nous voulons mettre un terme à l'exception israélienne parce que c'est ça qui assurera que les Palestiniens puissent être libres et que la paix puisse prévaloir dans cette région du monde. Maghreb Orient Express, l'émission des révolutions, l'émission des évolutions. Martine Gozlan, vous avez écrit aussi Tunisie, Algérie, Maroc, la colère des peuples, toujours aux éditions L'Archipel. Vous partez demain au Forum mondial social à Tunis. Il y aura d'ailleurs le 30 mars une manifestation là-bas de solidarité avec les Palestiniens. Est-ce que finalement la situation quand même faite au peuple palestinien ne paraît pas plus injuste encore aujourd'hui depuis le début des soulèvements en Méditerranée? Est-ce que ça pèse pas encore pour qu'il y ait une paix durable en Méditerranée? Bien sûr que c'est une question centrale, mais il ne faut quand même pas se voiler la face, si j'ose dire. C'est aussi un cache-misère. C'est-à-dire que la cause palestinienne, et dans mon livre, oui, donc j'en parle et je publie l'appel à la raison de JICO, le réseau juif européen pour la paix, qui se prononce bien sûr pour l'État palestinien, pour le retrait sur les frontières de 67, en fait, et qui se colle à l'initiative de Genève, hein, et qui comprend les réalités des deux peuples. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier, je sais que c'est difficile à entendre pour un diplomate palestinien, ce qui se passe au cœur de la société israélienne. C'est ce que vous faites dans votre livre. Merci beaucoup, Martine Gozlan. Le dernier mot, il sera pour vous, Samia Troubi. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense que le conflit israélo-palestinien est central. Conflit de basse intensité, on l'a dit, conflit qui ne fait pas tant de morts que ça comparativement à la Syrie, mais c'est un conflit central. Et c'est pour ça que les Yallah
œuvrent tous les jours et qu'on ait des Soudanais, des Tunisiens, des Algériens, à dire que sans résolution de ce conflit, je pense que le Moyen-Orient et les pays du Maghreb ne vivront jamais en prospérité et en paix. J'en suis convaincue. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on attend vos réactions sur les réseaux sociaux et vos réactions, vos commentaires également. N'hésitez pas. À très vite sur TV5 Monde.